Let go your superstitions and your silly conspiracy theories. This is real, goddammit. This is real and you are part of it, whether or not you accept it. You are part of it. Oh, you lazy masses arrive. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Auteur de violences sexuelles derrière le masque. Je m'appelle Aurane Bayard, je suis psychologue clinicienne et psychocriminologue. Je vous invite ici à me suivre dans mes analyses sur les profils d'auteurs de violences sexuelles. Vous écoutez le deuxième épisode intitulé L'itinérant brouillon. Alors c'est parti, on démarre tout de suite. For all goodness and grace, this may be the last fight we face. Comme d'habitude, je démarre ce podcast par la lecture d'une situation. C'est un résumé du récit que m'a partagé la victime. Nous sommes en juillet 1999, quelque part en France, un soir animé dans une ville de taille moyenne. Une jeune femme timide, qui se force pour la première fois à sortir seule le soir pour dépasser son anxiété sociale, rentre chez elle après un événement musical. Rapidement, elle réalise qu'elle est suivie et s'arrête devant une vitrine pour que l'homme la dépasse. La quarantaine, il est rond, négligé et malodorant. Mais au lieu de passer son chemin, il aborde la jeune femme et l'invite à prendre un verre. Elle accepte à contre-cœur, elle se sent obligée. Il se veut paternel et parle beaucoup de lui. Il vient d'une autre ville moyenne, il est marié avec 2 enfants et travaillerait dans les transports. Il dit qu'il est là pour une nuit. Après le verre, elle veut rentrer de son côté, mais il insiste pour la raccompagner à pied, se dit soucieux de sa sécurité. Elle accepte et se confie un peu sur sa situation en chemin. Arrivée devant sa résidence, elle le remercie pour dire au revoir, tape son code et pousse la porte qui ouvre sur le hall de l'immeuble. Et là, il se jette sur elle. Il la bloque au sol dans ce lieu de potentielles allées et venues et la menace de viol en lui laissant le choix, à cet endroit ou dans son appartement. Elle choisit de le guider jusqu'à son appartement pour gagner du temps et espère que d'ici là, un événement fortuit la délivrera. Au seuil de sa porte s'ensuit un état de confusion, un trou noir. Quand elle retrouve ses esprits, la jeune femme est bloquée sous le poids de cet homme dans son lit. Il la viole par une pénétration vaginale sans préservatif, puis s'endort sur elle. Elle, terrifiée, ne bouge pas du lit de toute la nuit. Le lendemain, la montre de l'homme le réveille à 5 heures. Il dit qu'il a un train à 6 heures. Il se lève, s'habille, souhaite une bonne journée à sa victime et s'en va. Only love, only love. Avant de passer à l'analyse, j'aimerais commencer par une remarque sur les différences et similitudes avec l'auteur du cas précédent. Si vous vous souvenez, l'observateur opportuniste, cet homme qui a violé une jeune femme dans une cuisine pendant une fête d'anniversaire. Ils ont en commun, tous les deux, de cibler une victime inconnue, ce qui correspond à une minorité parmi les agresseurs. D'après les dernières statistiques nationales, qui commencent à dater d'ailleurs puisqu'elles ont été publiées en décembre 2017, toute infraction confondue, cela implique les crimes et viols, tentatives de viol, mais aussi les délits, donc des agressions juridiquement moins graves, comme les attentats à la pudeur, les exhibitionnistes, les voyeurs, les frotteurs, etc. Eh bien, d'après ces chiffres, 2 victimes sur 3 connaissent leur agresseur et pour les violeurs, le chiffre est encore plus élevé. Disons pour faire simple que la grande majorité des violeurs connaissent leurs victimes. Cette similitude étant posée, il devient intéressant de relever quelques différences majeures entre ces 2 hommes, parce qu'au fil des différents récits, je voudrais vous montrer la grande variété des profils d'auteurs. Dans l'approche, l'un communique avec sa victime, l'autre pas. L'un utilise plusieurs techniques pour entrer en contact avec sa victime, l'autre n'intervient pas du tout sur la mise en place de la situation. Autre différence, l'exigence dans le choix du contexte. Dans le cas précédent, l'identité de l'auteur pouvait être connue des témoins potentiels. Il prenait plus de risques
d'être identifié, tandis que celui-ci agit dans l'anonymat d'une ville moyenne où il n'est que de passage. On pourrait donc penser tout simplement que ce sont d'abord des choix rationnels, donc une adaptation au contexte. Or, pour introduire l'analyse, vous verrez qu'il y a aussi une très grande différence entre ces auteurs sur leur capacité à renoncer au passage à l'acte et quant à leur source de gratification. Vous vous souvenez, il s'agit de ce qui motive l'auteur à violer, le besoin psychologique qu'il cherche à assouvir par son passage à l'acte. Pour tous, si la situation qui se présente n'est pas susceptible de leur offrir la gratification attendue, ils ne passeront pas à l'acte. Bon, encore un peu de patience, je vous explique tout ça plus en détail dans un instant. Pour bien cerner les choix rationnels de cet auteur, notamment par rapport aux victimes qu'il cible, il me semble important de commencer par poser le contexte qui concerne la victime. La jeune femme m'a expliqué son état d'esprit au départ. Elle est plutôt de nature casanière, mais ce soir-là, elle suit les conseils de son ex-petite amie alors qu'ils viennent de rompre. Elle est encouragée à sortir davantage et prendre soin d'elle en se faisant plaisir dans la manière de s'habiller en robe. Cette démarche est très positive pour elle, mais cela signifie aussi que sur le plan psychologique, ce soir-là, la jeune femme est hors de sa zone de confort. Elle est en cours d'apprentissage et s'en trouve nécessairement vulnérable. Elle ne veut plus donner raison à ses pensées anxieuses et doit se construire de nouveaux repères sur ce qui est un danger et ce qui ne l'est pas. Au contact de cet homme, elle produit des rationalisations de réassurance, mais ces dernières, malheureusement, l'éloignent des ressentis qui lui indiquent à juste titre que quelque chose ne tourne pas rond avec cet homme. Ainsi, elle pense avoir fait un effort sur son anxiété sociale en acceptant de prendre un verre avec un inconnu. Elle pense que cela est positif dans son travail d'autopsychothérapie. Pour le reste, le comportement de la jeune femme apparaît très adapté aux circonstances. Elle s'est sentie suivie et c'était le cas. Elle a cherché la sécurité d'une ambiance animée pour se rassurer. Elle s'arrête devant une vitrine pour forcer le suiveur à la dépasser. Toute femme a déjà vécu une telle situation et a agi spontanément de la même manière. La difficulté de la jeune femme devant l'inconnu, sa vulnérabilité, qu'on qualifiera d'acquise du fait de sa grande anxiété, se manifeste par des doutes sur elle-même dans son rapport à l'autre. En effet, une fois la conversation engagée, apparaît un manque d'estime de soi très important qui influence ses décisions. Elle néglige son ressenti, ses besoins, en même temps qu'elle développe une hyper-préoccupation pour l'autre. L'homme repère cette vulnérabilité et déroule son scénario qui, vous le verrez, ne nécessitait peut-être pas de prendre un verre et d'échanger avec sa victime. Encore une fois, il ne faut pas considérer que la victime ait participé d'une quelconque manière à ce qui va lui arriver, car je le répète, l'intention du viol appartient toujours tout entière à l'auteur. Passons à l'approche pour commencer. Nous allons relever ici les moyens que l'auteur a employés pour entrer en contact avec sa victime. D'abord, il cherche une femme seule, ce qui est déjà un critère de vulnérabilité situationnelle. Nous le savons car après l'avoir suivie, il l'aborde en indiquant qu'il avait remarqué qu'elle était seule. Donc dans l'approche, le premier moyen à utiliser, c'est de suivre sa victime. C'est la technique du chasseur qui suit en attendant le meilleur moment pour se reprendre. Mais parce que la jeune femme s'en rend compte et qu'elle s'arrête devant une vitrine pour qu'il la dépasse, il l'aborde et lui propose de prendre un verre. En effet, la méfiance de la jeune femme est un obstacle pour lui. Il va tenter de la lever en faisant ami-ami. Étant donné la soudaineté de l'attaque qui va suivre, on comprend que cet auteur n'avait pas besoin de créer un rapprochement avec sa victime pour la violer. Cela car vous l'avez vu dans l'épisode précédent déjà, la violence seule suffit. Il aurait donc pu se contenter de suivre la jeune femme à distance jusqu'au pied de sa résidence.
Il me semble que la suite du scénario serait restée la même, car on observe que le viol lui-même n'impliquait aucun échange. Il n'a pas été ni facilité, ni plus gratifiant pour l'auteur par rapport aux échanges précédents. La victime a seulement répondu à la terreur en obéissant. Et sur ce gérondif, évidemment, en obéissant, je mets des guillemets. Dès lors, dans cette situation, on remarque que l'auteur s'est adapté à la méfiance de sa victime et l'a abordée pour éviter de la perdre. Cet agresseur semble se soucier peu des divers moyens à employer pour construire le contexte propice à son passage à l'acte. Il n'hésite pas à agir sur sa victime pour l'amener jusqu'au contexte qui lui convient. À mon avis, une habitation. Ce côté un peu brouillon sur les moyens employés est sans doute compensé par une plus grande attention portée au choix de sa victime, et notamment en termes de vulnérabilité. En effet, plus un auteur est en maîtrise, plus il se sent fort, moins il se soucie de la vulnérabilité de sa victime, et inversement. On remarque donc que cet auteur ne renonce pas si facilement à violer quand il a déjà repéré une vulnérabilité, une femme seule. Il va d'abord chercher à s'adapter. Ensuite, ce qu'on remarque dans le mode d'approche, c'est un manque d'habileté sociale. En effet, l'auteur indispose sa victime dès le départ. Elle a peur quand il la suit, puis elle éprouve du dégoût à son contact. C'est un manipulateur grossier qui parvient sans doute à ses fins parce que justement, il adapte son scénario et qu'il choisit des victimes particulièrement craintives ou jeunes ou peut-être même ivres, en tout cas très vulnérables. Nous en sommes au moment où l'auteur et sa victime prennent un verre. Nous sommes dans le prodrome du crime, cette phase significative où l'auteur est mobilisé sur son intention criminelle avant son passage à l'acte. Chez certains auteurs, cette phase tient déjà lieu d'excitant. Sachant ce qui va suivre, ils savourent ce moment de rapprochement avec leur victime comme un prédateur qui a repéré sa proie. Ce moment peut être une phase de jouissance par anticipation. Ici, l'attitude de l'auteur, qui parle beaucoup de lui et qui se veut paternelle, me semble plus motivée à endormir la confiance de la jeune femme. Elle n'habite pas dans cette rue précisément, et maintenant qu'il est repéré, il doit parvenir à garder le lien avec elle jusque devant son domicile. Personnellement, je pense que cette étape n'était pas prévue et qu'elle ne tient pas lieu d'excitant pour cet auteur. On le remarque encore, cet homme manque d'habileté relationnelle, car la victime le décrit comme un homme qui fait un monologue. Ce n'est pas la bonne manière de mettre une personne en confiance. Il est préférable de la faire parler d'elle et de lui répondre des choses gentilles. Il n'est pas impossible toutefois que l'auteur évalue en même temps le degré de vulnérabilité de sa victime pour affiner son scénario. Comment elle s'adapte à lui, comment elle se montre polie, dans la sollicitude, comment elle accepte des choses qu'elle ne souhaite pas vraiment. Mais il faut encore s'interroger. Puisqu'il a recours à la violence dans son passage à l'acte, qu'il neutralise la victime sans nécessité de manipulation préalable, le motif de la mise en confiance n'est pas si évident. Pourquoi faire cet effort quand il n'est pas nécessaire ? Eh bien, je vais vous expliquer. Après le verre, l'agresseur voudrait se montrer compréhensif, mais son attitude est factice, car il insiste lorsque la jeune femme annonce qu'elle va rentrer seule. L'homme se positionne en père protecteur, mais envers une inconnue, la ficelle est grossière, tandis que la jeune femme est déjà passée plusieurs fois d'un stress intense à une inespérée réassurance ce soir-là. Le discours sécuritaire de l'homme joue sur ce point et atteint son objectif en insistant sur la représentation sociale du danger encouru par la jeune femme laissée seule le soir. Représentation déjà internalisée par la victime, c'est-à-dire adoptée comme une vérité. Ainsi, plutôt que de s'assurer que la victime est peu en capacité de s'opposer, il convoque une autre technique, celle qui consiste à susciter une peur avant de la présenter comme un argument pour convaincre la jeune femme de se laisser accompagner. Évidemment, c'est un piège et peut-être la raison pour laquelle il lui a proposé de prendre un verre. Elle s'est montrée méfiante quand il la suivait, alors il l'invite pour avoir l'occasion de la convaincre qu'elle a besoin de sa présence, parce que ce qu'il veut, c'est pouvoir lui sauter dessus lorsqu'ils seront à la porte de son immeuble. C'est un calculateur un peu brouillon, il oriente sa victime pour faciliter son agir.
Cependant, il est efficace quand même, puisque malheureusement, il va parvenir à ses fins. Passons maintenant à l'analyse de l'attaque. Il s'agit d'un assaut violent qui vient surprendre la victime au moment où elle ouvre la porte de sa résidence. Le comportement physiquement violent de l'homme, après avoir argué de sécuriser le trajet de la jeune femme, démontre une préméditation où la raccompagner était un prétexte pour l'isoler afin de l'agresser. Mais arrêtons-nous un instant sur ce point où le but de la prise de contact est la prévision d'une agression violente. J'ai été surprise à la première lecture par le modus operandi de cet homme qui passe sans transition ni tentative de manipulation d'un registre protecteur à celui de la violence physique. Le plus souvent, si la manipulation a fonctionné pour créer un contact, l'agresseur continuera de manipuler pour atteindre son but, n'ayant éventuellement recours à la violence que si la manipulation échoue. Cette attitude est plus fréquente car par la manipulation, un agresseur réussit parfois à faire croire à sa victime qu'elle est responsable du viol. Il l'amène à se sentir coupable de ce qu'il lui a fait subir, ce qui le protège lui en même temps, dans l'après-coup, d'être dénoncé. Par ailleurs, la manipulation est moins dangereuse pour forcer, malgré un non-consentement. S'il se fait surprendre pendant qu'il manipule, il pourra toujours prétendre que c'est un malentendu, faire l'idiot. C'est la raison pour laquelle la plupart des viols ne sont pas réalisés sous la contrainte de la violence physique. A l'inverse, lorsqu'un auteur use de la violence physique, il est plus aisé pour la victime de comprendre qu'elle est en face d'un agresseur. Le passage à l'acte, sans faux semblant, est plus compromettant. En conclusion sur ce point, cet homme est passé sans transition de la manipulation à la violence physique parce que, nécessairement, sa gratification sexuelle nécessite la violence. Il n'est pas intéressé ce soir par une relation sexuelle consentie, et c'est cela aussi qui le rend dangereux. En effet, il faut noter qu'il n'a jamais tenté un rapprochement physique, ni d'être dans la séduction. Certains violeurs tentent leur chance avant de violer en réaction à la frustration. Ici, l'auteur recherche le viol, et plus précisément un viol dans la violence physique. Il apparaît que, sans forcer la victime, il n'aurait pas de plaisir à avoir une relation sexuelle. Peut-être qu'il n'est même pas capable d'avoir une érection sans violence, sans forcer. La domination agit sur lui comme un excitant. Donc, au-delà de l'usage de la violence, sa gratification sexuelle nécessite un évident non-consentement. Cela fait froid dans le dos, mais il est évident qu'il avait prémédité de passer à un moment ou à un autre à la violence. Par ailleurs, il cherche à éprouver la pleine domination sur sa victime. Et pour cela, il doit être sûr qu'il ne va pas se faire surprendre. Il doit être en confort psychologique, libéré de tout état de vigilance. Ainsi, le fait qu'il manœuvre pour être à l'abri chez sa victime lors du passage à l'acte est plus en lien avec sa gratification sexuelle, qui nécessite une domination sur sa victime, que par préoccupation de se faire prendre. Cela explique l'aspect brouillon où il ose sauter sur sa victime dans l'entrée de l'immeuble, la menacer de la violer sur place pour finalement aboutir son scénario de manière apparemment absurde où il s'endort sur sa victime après l'agression. Mais là, revenons encore un peu en arrière. Nous sommes dans le hall de l'immeuble juste après l'assaut. Vient alors la négociation. Or, une agression ne se négocie pas. L'homme manipule ici la jeune femme car il sait qu'il ne peut pas l'emmener de force jusqu'à la porte de son appartement, où il a besoin de préserver son plein plaisir de se mettre en sécurité pour le passage à l'acte. On peut penser qu'il aurait fini par partir si la jeune femme avait fait en sorte de les maintenir dans ce lieu de passage. Alors attention, par contre, ne prenez pas mes paroles comme un reproche à la victime. Ce sera jamais ma position. Non, je veux juste communiquer des outils, agir en prévention, faire basculer le pouvoir du côté des victimes. Si on se met soi-même dans le contexte, sous l'effet de la terreur et du choc, le cerveau de chacun, même les plus câblés, ne pourrait plus analyser la situation. La victime est dans la survie, c'est-à-dire qu'elle privilégiera toujours le fait de gagner du temps. Vous vous souvenez certainement du 11 septembre 2001, lorsque on voyait ces gens qui sautaient du World Trade Center, soit parce qu'ils étaient poursuivis par les flammes, soit parce qu'ils avaient peur que l'immeuble s'écroule.
Évidemment, en sautant par les fenêtres d'un gratte-ciel, il ne comptait pas survivre à cette échappée. C'était en fait un réflexe de survie. Et ici, la jeune femme avait toutes les raisons de craindre pour sa vie. Alors pour ma part, j'évoque ces éléments pour transmettre des informations sur la psychologie des auteurs de viol. Plus on est renseigné et plus on prend de pouvoir contre les manipulations. Et également, plus on affaiblit éventuellement leur capacité à passer à l'acte. Il faut savoir qu'une fois que les auteurs s'inquiètent, qu'ils hésitent, c'est-à-dire une fois que la victime les fait sortir de leur scénario, où leur force c'est d'être les seuls à savoir quelle est leur intention, eh bien c'est peut-être là qu'on peut renverser la situation. Gardez surtout en tête qu'il faut éviter de vous retrouver seul avec une personne qui manifeste un intérêt à être avec vous, alors que vous n'êtes pas intéressé pour être avec elle. On ne monte pas dans sa voiture, on ne le laisse pas nous raccompagner dans un endroit isolé, même si ça nous rend apparemment service. On ne reste pas seul dans une pièce avec cette personne, on ne la laisse pas pénétrer chez nous, on ne va pas chez elle, jamais. Pour l'heure, notre auteur dans cette histoire a besoin que sa victime reste discrète, qu'elle le guide jusqu'à son appartement et qu'elle lui ouvre la porte. Par son ouverture à la négociation, il produit un effet de double contrainte sur elle et se positionne en maître du jeu. Il crée, malgré elle, chez sa victime, une compliance, c'est-à-dire qu'il manipule la situation d'une telle manière qu'elle va lui rendre service. C'est le piège imparable du scénario, car la jeune femme réagit pourtant de manière très adaptée à une situation de survie. D'autres agressions dans le passif de cet homme sont à craindre, notamment parce que sa source d'excitation est la prise de pouvoir sur l'autre et la pénétration sous contrainte. Je l'imagine bien, le plus souvent, agresser ses victimes sur le seuil de chez elles par une attaque violente après les avoir suivies et squatter le lieu pour la nuit. Je ne pense pas que l'épisode de prendre un verre en terrasse soit un besoin dans son scénario. C'est éventuellement un recours si l'auteur sent que la victime est prête à s'échapper, mais c'est purement utilitaire. Son plaisir est plus dans la violence. Il n'a pas voulu violer sa victime dans le hall car cela l'exposait trop au risque de se faire surprendre. Donc il a donné un faux choix à la victime dont il pouvait prévoir la réponse et la conséquence attendue. Pouvoir la violer chez elle, dans un endroit où on ne viendrait pas le surprendre. C'est sur ce temps, celui de l'action du viol, qu'il se soucie du risque. Dans ce moment très précis où les deux personnes vont se retrouver au moins en partie dévêtues, c'est lui qui est en vulnérabilité, car il sera alors visible pour un tiers que la victime est sous contrainte et que la situation est grave. Dans la psychologie de cet auteur, qui passe sans complexe d'un mode à l'autre, seule l'apparition d'un tiers dans la scène l'inquiète. En effet, une fois seul avec sa victime, peu importe qu'elle soit anormalement immobile et terrorisée, il est assez en confort pour s'endormir d'un sommeil lourd toute la nuit. La situation paraît absurde. L'homme vient de commettre une transgression très grave, un crime. La réaction adaptée serait de s'enfuir. Or, il s'endort. Ce comportement dénote de l'absurde, mais nous indique aussi qu'il s'agit de sa zone de confort. Il sait qu'il a forcé la jeune femme, qu'elle est dans la terreur, mais ça ne l'empêche pas d'abandonner toute sa vigilance en s'endormant. Cet absurde de l'agir nous renseigne sur le recours aisé au mensonge et à la manipulation chez cet auteur. Il se moque de s'inscrire dans une situation qui dénonce ses anomalies comportementales et l'incrimine, car il doit penser qu'il peut toujours mentir. Le pouvoir protecteur pour lui de sa parole lui semble certainement sans limite. Son côté brouillon dans le passage à l'acte est alors peut-être à mettre en lien avec l'hypertrophie de son moi, terme psychanalytique pour évoquer son ego. Au réveil, il échange avec la victime comme si la situation était normale, comme si elle avait été consentante. Il crée un semblant de normalité dans une situation hors du commun, il produit quelque chose du surréaliste. Dans notre jargon, on dirait qu'il renverse la réalité en son contraire, ce qui peut être un énième moyen pour créer la confusion et faire naître la culpabilité chez sa victime. Ça, c'est un bon moyen pour se protéger de la dénonciation.
à moins que ce soit confus en lui-même, ou qu'il s'agisse d'une attitude psychologiquement défensive, par laquelle il chercherait à effacer son crime pour lui-même en le niant. Cela donnerait quelque chose du style « si on peut se dire au revoir, bonne journée après ce qui s'est passé, tout va bien ». Sur ces différentes options, il faudrait pouvoir expertiser l'auteur pour en dire davantage, en privilégier une par rapport aux autres. Mais en attendant, d'une manière générale et sans hésitation, on peut quand même affirmer qu'il est un familier des attitudes perverses. Par exemple, il viole et s'endort sur sa victime au lieu de s'enfuir. L'homme est très en confiance sur l'effet de confusion que cette technique va produire sur sa victime. Imaginez-vous 2 secondes à la place de cette dernière qui envisagerait de porter plainte. Évidemment, vous allez vous dire « mais la police ne me croira jamais si je leur explique que le type s'est endormi sur moi et qu'il a passé toute la nuit dans mon lit sans que je bouge. Ils me diront que c'est de ma faute, que j'avais qu'à m'enfuir quand il s'est endormi. » Et voilà, le tour est joué. Comment aller se plaindre d'une chose dont on se sent au moins en partie coupable ? La victime est prisonnière de son expérience traumatique. Mais quelles que soient les réelles intentions de l'auteur sur ce point, lui, en tout cas, est dans sa zone de confort. On peut en conclure qu'il est certainement récidiviste, car un agresseur ne serait pas aussi confortable psychologiquement au cours de son premier viol. Tous ces éléments signent une dangerosité certaine, aussi bien du point de vue du risque de récidive que de celui de la gravité des séquelles traumatiques pour la victime. Elle va nécessairement éprouver des difficultés aussi bien en extérieur que chez elle. Il contrôle mais sans être verrouillé dans les moyens qu'il emploie. Il fonctionne d'abord en adaptation à la situation, ce qui le rend moins performant pour se protéger d'être surpris ou de se voir dénoncé. Mais potentiellement, il passe à l'acte plus souvent. Pour aller plus loin, je ferai volontiers l'hypothèse que cet auteur a évolué dans une famille à transactions perverses, voire incestueuses. Je pense que dans l'environnement où il s'est développé, l'absurde a pu être un moyen, comme un autre, pour donner raison à l'égocentrisme de chacun. J'imagine que cet homme a eu un père, une mère ou un grand-parent pervers, tout-puissant, et que lui est resté et doit rester l'enfant décevant. Je l'ai déjà dit, il apparaît brouillon, peu habile dans sa mise en confiance, d'une hygiène négligée et léger sur sa sécurité. Il semble fournir le minimum d'efforts, comme lorsqu'on ne croit pas vraiment en soi. Et je pense à une famille incestueuse car il est surprenant que cet auteur s'endorme sur sa victime, juste après le viol, comme s'il n'envisageait même pas prendre un risque en abandonnant sa vigilance. Il aurait dû craindre que la victime se lève discrètement, qu'elle aille trouver refuge chez un voisin, fasse appel à la police. C'est donc une attitude qui relève de l'absurde. À moins qu'il ait l'habitude de mêler l'abus à des comportements anodins du quotidien, à la proximité de ce qu'on peut partager avec ses plus proches quand on vit ensemble. Voilà pourquoi je ne serais pas surprise que dans son passé, cet auteur ait été un grand frère ou un grand cousin incestueux. Mais comme toujours, ce n'est qu'une hypothèse. Autre chose à prendre en compte, c'est un itinérant, et manifestement ce statut le met en confiance. Cela pourrait expliquer l'impression brouillon que donne son passage à l'acte. Il vise avant tout une vulnérabilité, et de préférence dans des lieux où il est de passage. À noter, pour conclure sur cette analyse, ce crime n'a pas été rapporté aux autorités. No savior from on high will deliver us from evil. Put no faith in the other guy, the other gal. If not you, there is nobody. You are that guy, you are that gal. You the man, you the woman. Go for it, stand up. Passons maintenant à la notion de psychocriminologie pour cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est la relation de proximité entre un auteur et sa victime. Chaque auteur de violences sexuelles crée ou exploite un certain type de relation avec sa victime. Pour vous donner quelques exemples de relations à proximité variables, vous avez du plus distancié au plus proche,
l'inconnu, le voisin qu'on aperçoit de loin, le collaborateur au travail, le client, l'élève, la connaissance, l'ami, le conjoint, un proche de la famille. Le plus souvent, les agresseurs sériels, ceux qui commettent plusieurs viols, agissent dans un type de relation plutôt qu'un autre. Ils ont un mode opératoire bien établi. Mais certains peuvent agresser dans différentes relations. Et je verrais bien d'ailleurs notre auteur de cette situation faire partie de cela. Il s'en prend à une inconnue, mais je ne serais pas étonnée qu'il viole aussi dans sa famille, dans son couple, éventuellement par le biais de son travail, s'il trouve une personne particulièrement vulnérable, avec qui il peut être tantôt violent, tantôt bon copain, sans être dénoncé. Ainsi, le type de relation que va créer ou emprunter un agresseur pour approcher sa victime nous informe sur sa personnalité, notamment parce que la relation représente une arme en soi. Qu'elle soit entretenue ou inexistante, la relation définie par l'auteur est au service de son passage à l'acte. Aussi, l'analyse de cette variable nous éclaire sur des éléments importants de sa personnalité, comme la perversité relationnelle, c'est le ou la classique pervers narcissique, l'immaturité affective, l'impulsivité, le narcissisme, les compétences sociales ou la démarche de prédation. Autant de précieuses indications qui profitent à l'enquête. Dans les affaires de viol, le niveau de proximité entre un agresseur et sa victime peut s'inscrire sur un continuum, de la plus étrangère à la plus intime pour les situations d'inceste. Sur ce point d'ailleurs, les études ont démontré que plus le lien de proximité est grand entre la victime et son agresseur, plus elle aura tendance à garder le silence. À nuancer toutefois, car la proximité n'est pas le seul facteur qui joue sur la dénonciation du crime. Si on en revient à notre cas, ici, le niveau de proximité au départ est nul. Il n'y avait pas de relation et l'auteur a créé un début de lien pour éviter de perdre la jeune femme qu'il avait ciblée. Et pourtant, malgré les quelques échanges entre l'auteur et sa victime, la relation reste aussi distanciée que celle de l'observateur opportuniste. Certes, il n'a pas du tout communiqué avec la victime, donc l'observateur opportuniste, mais il faisait partie des invités. La victime a pu savoir qu'il était un ami de la personne qui fêtait son anniversaire. Une part de son identité lui a été accessible. Il existe donc encore un niveau plus extrême de non-relation entre un auteur et sa victime que les deux cas que je vous ai déjà présentés. Ce sera celui d'une agression expresse, sans un mot, sans un regard, peut-être de dos par exemple, en assommant la victime et en disparaissant immédiatement après les faits. No savior from on high will deliver us from evil. Put no faith in the other guy, the other gal. If not you, there is nobody. You are that guy, you are that gal. You the man, you the woman. Go for it, stand up. Pour clore ce podcast qui j'espère ne vous aura pas paru trop long, plutôt qu'une question, j'aimerais dédier cet espace de temps aux victimes qui m'ont partagé leur récit et à celles et ceux qui le feront à leur tour dans un avenir plus ou moins proche. Je voudrais vous remercier pour votre confiance, votre courage et votre immense générosité. Devoir passer à l'écrit tous les détails d'un événement aussi tragique est une épreuve qu'on imagine à peine. Tout est revécu et tout est réveillé alors qu'on voudrait juste oublier. Je mesure l'effort dantesque produit, mais je continue de vous y encourager parce que je sais que derrière, il y aura une forme de libération et même peut-être de réparation. Et pour tous les autres, ce qui découle de ces partages, c'est certainement d'affaiblir le pouvoir des auteurs de violences sexuelles et d'offrir peut-être quelques défenses efficaces contre eux à tous les autres. Alors, merci. Voilà, on arrive au terme de ce deuxième podcast Auteurs de violences sexuelles derrière le masque. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.